So we're all handing influences down and inspiring. Where actually anybody can actually now speak publicly, which was not the case before. Freedom, where like it cuts off your internet so you can't get distracted. Of children aspiring to seeing these powerful men in the neighborhood, wanting to go to work with whoever his character is. That's who you see when you get to work. Bugging out Air Jordans. You know, I grew up, my grandparents were pure Russian, they didn't speak. In this beautiful language called cinema. Bienvenue pour ce 3e épisode du Ciné Club consacré au réalisateur Paul Thomas Anderson. À l'occasion de la sortie de son 9e long métrage Licorice Pizza, on va revenir sur la filmographie et la vie de ce réalisateur à part, explorateur d'une Amérique du XXe siècle malade et des individus marginaux qui en ont construit une histoire parallèle. Paul Thomas Anderson est le 26 juin 1970 à Studio City sous le soleil californien de la San Fernando Valley. Il est le fils de l'actrice Edwina Gough, actrice dans les années 70, et de Ernie Anderson, un visage et une voix bien connue de l'Amérique pour avoir présenté le show horrifique Ghoulardi dans les années 60 et surtout pour avoir été la voix officielle de la chaîne ABC durant les années 70. Le fils reprendra d'ailleurs le nom de l'émission de son père quand il créera sa boîte de production quelques années plus tard. Baigné dès son plus jeune âge dans un univers artistique et créatif, Paul Thomas sait très vite qu'il veut devenir réalisateur. À 12 ans, son père, qui l'aura toujours encouragé à développer sa passion, lui offre sa première caméra Betamax. Il passera alors son adolescence à filmer ses amis et sa famille dans des projets improbables, avec un sens déjà prononcé pour la mise en scène. C'est aussi un passionné de cinéma, lisant énormément de magazines et s'incrustant avec ses amis sur les tournages de films dans les studios de son quartier. À 18 ans, il écrit et réalise son premier vrai film amateur, The Dirk Diggler Story, un mockumentary sur une star du porno qui lui servira de base pour réaliser 10 ans plus tard Boogie Nights. Côté études, Paul Thomas a fréquenté plusieurs écoles UP dans lesquelles il ne s'est jamais senti vraiment à l'aise, parcours qui se terminera à la prestigieuse University School de New York, où le jeune étudiant ne restera que 2 jours car un prof s'était permis de critiquer Terminator 2. What happened was I walked into this class and this teacher said, you know, if anyone is here to write Terminator 2, just walk out. Just get out of the door. And I thought, well, that's just not a good way to start. What if I do want to write Terminator 2? What if someone sitting next to me wants to write? You know, he was sort of instantly saying, you know, we write serious films here, you know. Terminator 2 is a pretty awesome movie. Il préférera apprendre sur le terrain et trouvera vite plusieurs boulots en tant qu'assistant de prod pour des téléfilms et des jeux télé. En 1993, il réussit à réunir des fonds pour réaliser un court-métrage, Cigarettes and Coffee, film écrit pour l'acteur Philip Baker Hall, que Paul Thomas Anderson avait admiré dans les films Midnight Run et Secret Honor. Le court sera projeté au Sundance Festival et son accueil élogieux lui permettra de réunir les fonds pour en produire une version long-métrage. En 1996 sort donc Hard Eight, double mise en français, le premier long-métrage de Paul Thomas Anderson à seulement 25 ans, pour lequel le réalisateur confie à nouveau le rôle principal à Philip Baker Hall. Le film devait d'ailleurs à l'origine s'appeler Sidney, en référence au personnage joué par l'acteur dans Midnight Run. Le film raconte l'histoire de John, un jeune homme paumé que le mystérieux Sidney décidera de prendre sous son aile en l'emmenant à Las Vegas pour lui apprendre les combines du monde du casino. Là-bas, John tombera amoureux de Clémentine, interprétée par Gwyneth Paltrow. Le film, qui devait à l'origine durer 2h30, a été amputé d'1 heure par les producteurs, ce qui a beaucoup contrarié le réalisateur qui exigera un plus grand contrôle sur ses films suivants. Il a été présenté dans la section Un certain regard à Cannes, mais non distribué en France, il a dû attendre 2018 pour une sortie en salle. On y retrouve déjà la virtuosité du réalisateur, certains thèmes qui seront au cœur de ses films à venir, et plusieurs acteurs qui collaboreront à nouveau dans les films suivants, comme John C. Reilly ou Philip Seymour Hoffman. Oh man, you play that game, don't you? L'année suivante sort Boogie Nights. Le film raconte l'ascension puis la chute de Eddie Adams, jeune serveur d'une boîte de nuit, qui connaîtra une ascension fulgurante dans l'industrie du porno des années 70-80 avant de sombrer dans la drogue. Il se base sur le faux documentaire qu'avait réalisé Paul Thomas Anderson une dizaine d'années plus tôt, lui-même inspiré de la vie de l'acteur porno John Holmes. Le casting est impressionnant. On y retrouve 3 des acteurs de son précédent film, la star Burt Reynolds avec qui le réalisateur a connu des rapports conflictuels pendant le tournage, et les débuts de Julianne Moore et Mark Wahlberg dans le rôle principal. C'est Leonardo DiCaprio qui était tout d'abord pressenti pour ce rôle, mais ayant été engagé pour Titanic, il a dû refuser et c'est lui qui proposa le nom de son compagnon de jeu de Basketball Diaries. A noter aussi au casting la présence de véritables actrices de l'industrie du X, telles que Veronica Hart et Linda Hartley. Le film aura 3 nominations aux Oscars, second rôle pour Burt Reynolds et Julianne Moore, scénario pour le réalisateur. Suite au succès de Boogie Nights, la société New Line donne carte blanche au réalisateur pour son film suivant Magnolia.
Film choral qui suit les destins tourmentés de 9 personnages le temps d'une journée, il rappelle des films tels que Shortcuts ou Nashville du réalisateur Robert Altman, véritable référence pour Paul Thomas Anderson. Le réalisateur retrouve une dizaine d'acteurs présents dans son film précédent. Quant à Tom Cruise, c'est l'acteur lui-même qui, après avoir vu Boogie Nights avec sa femme Nicole Kidman durant le tournage de Eyes Wide Shut, avait demandé à rencontrer Paul Thomas Anderson. Le personnage de Earl Partridge, père de Tom Cruise dans le film, a une double résonance en dehors du film, puisque selon le réalisateur lui-même, il est directement inspiré de son propre père, mort du cancer en 1997, mais aussi car l'acteur Jason Robards était lui-même atteint de cette maladie et en décédera quelques mois après la sortie du film. Pour la scène d'ouverture, le réalisateur a utilisé une véritable caméra d'époque utilisée pour les débuts du cinéma muet. Le film a reçu l'Ours d'Or au Festival de Berlin en 2000. En 2002, le réalisateur s'essaye à la comédie romantique avec Punch Drunk Love, l'histoire de Barry, interprété par Adam Sandler, qui mène une existence bien réglée et tranquille jusqu'à l'irruption dans sa vie d'un harmonium et la rencontre avec Lena, interprétée par Emily Watson. Ce film marque une transition dans la carrière du réalisateur. C'est le premier film à se focaliser sur un personnage unique, en devenant plus introspectif, et avec une bande-son plus expérimentale pour traduire les troubles internes du personnage. L'histoire centrale des miles que collectionne Barry est inspirée de l'histoire vraie de David Phillips qui avait accumulé plus de 1 million de miles à la fin des années 90 en collectant des bons de boîtes de conserve. Malgré un échec commercial relatif, le film a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Il faudra attendre 5 ans pour la sortie de son film suivant, There Will Be Blood, en 2008. Paul Thomas Anderson quitte les ambiances urbaines frénétiques de ses précédents films pour les grandes étendues désertiques du Nouveau-Mexique à la fin du 19e siècle. On y suit le destin de Daniel Plainview, interprété par Daniel Day-Lewis, un prospecteur d'or et d'argent qui fera finalement fortune en rachetant des terrains riches en pétrole. Le film s'inspire très librement du roman Pétrole de Upton Sinclair paru en 1927. Pour la préparation du film, le réalisateur a envoyé à Daniel Day-Lewis Le Trésor de la Sierra Madre, chef-d'œuvre de John Huston, où l'on retrouve ce thème central de la cupidité et de ses ravages sur l'être humain. L'acteur se serait d'ailleurs fortement inspiré de la voix de John Huston pour travailler l'accent si particulier de son personnage. Le film marque aussi le début de la longue et fructueuse association du réalisateur avec Johnny Greenwood, guitariste du groupe Radiohead, qui composera la BO du film et de tous les suivants. Paul Thomas Anderson réalisera d'ailleurs quelques clips pour Radiohead et pour son chanteur Tom York. En 2012, le réalisateur continue son exploration psychologique de l'Amérique avec The Master, l'histoire de Freddie Quell, jeune vétéran désaxé de la Seconde Guerre mondiale, qui va faire la rencontre de Lancaster Dudd, leader charismatique du mouvement La Cause. Un rapport de domination va rapidement se créer entre le gourou et les jeunes paumés. Pour son 6e film, le réalisateur retrouve Philip Seymour Hoffman, qui avait participé aux 4 premiers films. Il fait également appel à Joaquin Phoenix, qui fait son retour au cinéma après le faux documentaire I'm Still Here, où il avait déclaré quitter le métier de comédien. I don't know what'll happen. But you're not going to act anymore? No. Le film est en partie inspiré de la vie de Ron Hubbard, fondateur de la scientologie. C'est le premier film tourné en 65 mm depuis le Hamlet de Kenneth Branagh en 1993, un format de pellicule très particulier, habituellement utilisé pour filmer les grands espaces, mais qui sera ici mis au service de l'étude psychologique des personnages, avec un Paul Thomas Anderson filmant ses acteurs au plus près. Pour son film suivant Inherent Vice, Paul Thomas Anderson retrouve sa Californie natale, embrumée par les volutes psychédéliques du début des années 70. Il retrouve Joaquin Phoenix dans le rôle principal, qui interprète Doug Sportello, un détective privé un peu paumé à mi-chemin entre le duc du Big Lebowski et le privé de Robert Altman, qui part à la recherche de son ancienne maîtresse mystérieusement disparue. Tiré du roman éponyme de Thomas Pichon réputé inadaptable, le film propose un scénario labyrinthique complexe où l'intrigue importe moins que la galerie des personnages loufoques qui se succèdent tout au long du film. Il se présente presque comme une suite de sketchs dont l'humour et les gags sont en partie inspirés de la bande dessinée The Fabulous Freak Brothers. Au sein de ce casting incroyable où Robert Downey Jr. et Charlize Theron étaient pressentis pour les rôles principaux, on peut noter la présence de Maya Rudolph, la compagne du réalisateur. Dernier film en date du réalisateur, Phantom Thread sort en 2018. Il raconte une histoire d'amour aux ambiances hitchcockiennes entre le célèbre couturier Reynolds Woodcock et la jeune Alma, serveuse dans un café qui deviendra sa muse et compagne. C'est le premier film de Paul Thomas Anderson en dehors des États-Unis, avec une intrigue se déroulant dans le Londres des années 50 et sa campagne paisible. C'est suite à une petite pique de son compositeur Johnny Greenwood que le cinéaste s'est intéressé au monde de la mode et a commencé à lire des ouvrages sur la vie et l'œuvre du couturier Balenciaga. Pour le personnage central du film, il s'est inspiré du créateur Charles James.
Pour cette deuxième collaboration avec Paul Thomas Anderson, l'acteur Daniel Day-Lewis s'est encore davantage impliqué dans le projet, en partageant lecture et visionnage de films avec le réalisateur et allant même jusqu'à participer à l'écriture du scénario. Ce devrait d'ailleurs être la dernière apparition à l'écran de l'acteur, lui qui a déclaré arrêter sa carrière après la sortie de Phantom Thread. Quant à Vicky Krieps, sa relation avec l'acteur star n'était pas si éloignée de leur personnage, avec une actrice peu connue à l'époque du film et très impressionnée par le charisme de Daniel Day-Lewis, mais qui a su s'imposer au fil du tournage jusqu'à impressionner l'acteur aux 3 Oscars. Paul Thomas Anderson fait partie de ces réalisateurs cinéphiles qui ont dévoré les films depuis leur plus tendre enfance. Il a également beaucoup lu sur le milieu du cinéma, la production, traîné dans les studios quand il était adolescent. Un réalisateur qui assume totalement ses emprunts à ses pairs et qui n'hésite pas à citer les grands noms du cinéma qui l'ont influencé. Celui qui revient le plus souvent est certainement celui de Robert Altman. On les a souvent comparés pour leurs films choraux aux multiples personnages, que ce soit Boogie Nights ou Magnolia pour Paul Thomas Anderson, et des films comme Nashville ou Shortcuts pour Altman. L'utilisation de longs plans séquences est également commun aux deux réalisateurs. On peut aussi penser au film Le Privé, dans lequel les errances du détective Philip Marlowe dans le Los Angeles des années 70 ont fortement inspiré l'ambiance de Inherent Vice et son personnage central du Doc, interprété par Joaquin Phoenix. Et si Altman a reconnu en Anderson un de ses fils spirituels, ce dernier a même été amené à seconder son maître pour son dernier film The Last Show, au cas où celui-ci, alors malade, aurait été dans l'incapacité de terminer son film. Une autre influence moins connue mais tout aussi importante est celle de Jonathan Demme. Lorsqu'on demanda un jour à Anderson les 3 réalisateurs qui l'avaient le plus influencé, il répondit « Jonathan Demme, Jonathan Demme et Jonathan Demme ». L'un des principaux emprunts en réalisateur du Silence des agneaux et de Philadelphia est sans doute l'utilisation des gros plans et du regard caméra pour une étude psychologique plus poussée et introspective des personnages. En ce qui concerne ces 2 principales influences, Paul Thomas Anderson est même allé jusqu'à leur dédicacer 2 de ses films suite à leur décès, There Will Be Blood et Phantom Thread. Un autre nom qui revient souvent est celui de Martin Scorsese, surtout pour les premiers films et notamment Boogie Nights, pour lequel Les Affranchis a été une référence là aussi assumée. On a souvent comparé le célèbre plan séquence d'ouverture au non moins célèbre plan séquence de l'entrée au club Copacabana. La trajectoire du personnage principal Eddie Adams, qui après une ascension fulgurante dans l'industrie du film X connaîtra une chute aussi soudaine, rappelle les destins tragiques de certains héros scorsésiens comme Henry Hill ou Jack de la Motta, boxeur damné de Raging Bull. On peut enfin citer quelques autres réalisateurs comme Max Ophuls, lui aussi adepte voire précurseur des longs plans séquences, Hitchcock, dont l'influence est très présente tout au long de son dernier film en date Phantom Thread, ou encore Stanley Kubrick, dont Anderson a notamment toujours admiré l'utilisation de la musique dans son œuvre. Kubrick a d'ailleurs souvent été cité en référence à l'ouverture de There Will Be Blood et au final où la sauvagerie de Daniel Plainview fait écho à la violence des singes préhistoriques. Et quitte à comparer les 2 réalisateurs, on pourrait aussi mettre en parallèle l'une des ellipses les plus célèbres du cinéma, celle de 2001 l'Odyssée de l'espace, avec celle plus discrète mais elle aussi magnifique, où en 2 plans successifs, 2 enfants qui jouent se retrouvent soudainement 10 ans plus tard à l'église pour leur mariage. Si les 4 premiers films de Paul Thomas Anderson se situent dans une période quasi contemporaine, entre les années 80 et 90, les suivants vont proposer aux spectateurs un voyage à travers l'histoire récente des États-Unis, à des périodes charnières où à chaque fois, un nouveau monde vient remplacer l'ancien. There Will Be Blood commence en 1898, au début de la découverte des gisements de pétrole, cet or noir qui va radicalement changer la face des États-Unis pour les décennies à venir. The Master se situe juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans une société abîmée et traumatisée, alors au début de sa reconstruction psychique et économique. Inherent Vice est peut-être le film le plus marqué historiquement, lui qui nous projette au début des années 70, période où le Vietnam, Charles Manson et le Watergate finissent d'achever des idéaux hippies agonisants. Et quand Boogie Nights nous dépeint le tournant de l'industrie du film X, c'est aussi pour suggérer l'arrivée imminente des années 80 et du libéralisme réganien. On pourrait enfin citer Phantom Thread, qui même s'il se situe dans l'Angleterre, évoque lui aussi, derrière l'histoire d'amour de Reynolds et Alma, la fin d'un art et d'un savoir-faire dans les années 50, remplacé par l'arrivée du chic, souvent évoqué par Daniel Day-Lewis dans le film. Si le réalisateur braque sa caméra sur ces périodes de transition, c'est sans doute car c'est là que l'Amérique, alors en plein questionnement, en pleine reconstruction, est la plus habitée par ses incertitudes. Et derrière cette peinture acerbe de son pays, on devine la critique d'une société de consommation corrompue par l'appât du gain et le règne grandissant du capitalisme. On vient de le dire, c'est dans Inherent Vice la fin des utopies communautaires du Flower Power qui annonce le retour en force du libéralisme et du consumérisme des années 80.
Un constat que semble regretter le réalisateur, comme le confirme le tout dernier panneau post-générique du film en référence aux événements de mai 68. Un retour à la réalité amère, condensé dans cet échange entre l'agent immobilier Wikke Wolfman et Doc Sportello. C'est aussi les années 50 où, dans une Amérique en pleine reconstruction économique, un leader spirituel comme Lancaster Dodd sera bien plus intéressé par sa réussite matérielle personnelle que par les âmes perdues qui font sa fortune et son succès. Cette critique apparaît aussi dans Magnolia, où le jeune Stanley semble n'exister aux yeux de son père que pour sa capacité à remporter la cagnotte du jeu télévisé What Do Kids Know, quand son double adulte Donnie Smith nous montre lui les conséquences de cette cupidité destructrice. Un thème déjà présent dès le premier film du réalisateur, quand les motivations d'un Jimmy pour faire chanter le vieux Sydney ne sont que d'ordre pécuniaire et finiront par causer sa perte. Mais ce capitalisme sans scrupules, c'est bien sûr Daniel Plainview qui l'incarne plus que tout autre. Ce prospecteur sans état d'âme, calculateur et violent, dont l'unique but sera l'enrichissement personnel au détriment de tous ceux qui auront le malheur de croiser son existence. Si le final de There Will Be Blood, en symbolisant cette soif de pouvoir et d'argent sans autre issue que la destruction et la solitude, est l'un des moments visuellement les plus violents de la filmographie d'Anderson, cette violence se fait dans les autres films plus sourdes, en s'insinuant discrètement mais profondément au sein de la société. Et c'est justement ce qui va intéresser le réalisateur. Quand un Oliver Stone va par exemple se focaliser sur la grande histoire en réalisant de nombreux biopics, Anderson va lui s'intéresser aux petites histoires, à ces individus singuliers, ces marginaux oubliés, victimes des violences profondes de leur pays, infusant jusqu'au cœur des foyers américains. Ce qui est au centre des films d'Anderson, c'est donc avant tout l'humain, des individus dans leur relation aux autres, des relations gangrénées par une famille oppressante ou tout simplement absente. On n'est pas très loin des banlieues de Sam Mendes ou Tim Burton, où derrière les belles maisons et les pelouses bien tendues se cachent les secrets et les vices d'une banlieue américaine malade. Au début de chacun de ces films, nous sommes face à des personnages isolés, coupés du monde. C'est le cas de Jim dans Hard Eight qui vient de perdre sa mère et que l'on retrouve seul assis devant un café, ou de Daniel Plainview dans There Will Be Blood au fond de son puits, dont on apprendra plus tard qu'il n'a jamais connu ses parents. Et quand ils ne sont pas seuls, ils sont marginalisés ou étouffés au sein de leur propre environnement, comme Eddie face à sa mère dans Boogie Nights, ou Barry et ses sœurs dans Punch Drunk Love. Sans parler de Magnolia, où chacun des personnages de ce film choral se retrouve pris dans des conflits familiaux de différentes natures qui auront des effets désastreux sur leur vie. Frank, lâchement abandonné par son père dans son enfance et laissé seul avec une mère malade, deviendra une sorte de gourou machiste imbu de sa personne. Stanley, enfant surdoué devenu bête de foire télévisuelle pour satisfaire l'avidité de son père, ou encore Claudia, jeune cocaïnomane paumée, dont on finira par comprendre que les raisons de son addiction sont directement liées à son environnement familial. Pour échapper à cette condition originelle, pour tenter de combler ce manque intérieur et extérieur et se reconstruire, tous ces personnages vont devoir se créer un nouvel univers. Certains d'entre eux vont trouver une nouvelle famille, souvent incarnée par une figure paternelle forte. Ce rapport fils-père, qu'il soit biologique ou de substitution, est d'ailleurs omniprésent dans l'œuvre de Paul Thomas Anderson. C'est déjà le cas dans son tout premier film Hard Eight, lorsque John rencontrera Sydney qui le prendra sous son aile et l'emmènera à Las Vegas pour l'aider à se reconstruire financièrement et psychologiquement. Ce vieil homme mystérieux dont on ne sait pas grand-chose viendra également en aide à Clémentine, jeune serveuse paumée et prostituée. Dans Boogie Nights, Eddie Adams, étouffé par une mère castratrice, commencera une nouvelle vie au sein de la maison de Jack Horner, producteur de films X qui l'accueillera chez lui comme son propre fils. Quant à Freddie Quell, c'est au travers de la cause et de son mentor Lancaster Dodd qu'il trouvera un nouvel univers pour essayer de se reconstruire et de se réaliser. Même si ces nouveaux environnements connaissent eux aussi des tensions et des conflits, ils permettent à tous ces personnages une prise de conscience et leur offrent un nouvel élan, un nouveau départ. Et pour ceux qui refusent cette aide, se coupant peu à peu de tous ceux qui les entourent, ne comptant que sur eux-mêmes, ils finissent fatalement seuls. À l'image de Daniel Plainview, vieux solitaire aigri dans son immense demeure luxueuse, en écho à la sombre fin de vie du Citizen Kane d'Orson Welles. Et quand ce n'est pas une nouvelle famille, c'est aussi la rencontre avec l'amour qui peut permettre aux héros andersoniens d'échapper à leurs conditions. C'est par exemple sa rencontre avec Lena qui permettra à Barry, dans Punch Drunk Love, de vaincre son introspection maladive et de s'émanciper de son univers familial étouffant. C'est aussi Alma, la jeune serveuse de Phantom Thread, qui devra lutter avec son amour viscéral et vénéneux pour enfin parvenir à percer le monde hermétique du couturier Daniel Woodcock. Et s'il le faut, pour venir en aide à ces personnages qu'il semble aimer profondément, Saint Paul Thomas n'hésitera pas à faire appel au miracle providentiel, comme dans ce final surprenant de Magnolia, où une pluie de grenouilles digne d'un épisode biblique viendra miraculeusement changer le cours de ses destins égarés pour les remettre dans le droit chemin.
Derrière le tableau souvent sombre qu'il dresse de son époque et de son pays, Paul Thomas Anderson semble garder foi dans les individus qui le composent. Et ces liens qu'il recrée tout au long de ses films, il les entretient aussi dans son métier, lui qui a su créer une famille cinématographique avec ses acteurs récurrents, son compositeur, ses techniciens. Et si on regrette encore aujourd'hui la disparition en 2014 de Philip Seymour Hoffman, immense acteur qui a participé à 5 des 8 films de Paul Thomas Anderson, son fils Cooper Hoffman perpétuera cet esprit de famille si cher au réalisateur en incarnant le rôle principal de son prochain film, Licorice Pizza. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode du Ciné Club. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau réalisateur.